Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve pour une des vidéos que j'aime le plus faire durant toute l'année sur cette chaîne. C'est mon top de lecture de l'année écoulée. Je vous donne 20 idées de lecture. Cette année, je monterai jusqu'à 25 parce que je vais mettre les idées à part. Mais pas de panique, ça va pas durer une éternité parce que je m'impose de vous parler de chaque livre en 1 minute. C'est-à-dire de vous faire un résumé très succinct et de vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Comme ça, pas de risque de spoiler. Juste de l'intention et du naturel. Je me suis rendu compte que cette année, ça avait été un peu plus compliqué pour moi de faire mon choix. J'ai pas eu de gros coup de cœur évident, peut-être un seul. Et encore, en fait, il est au même niveau que le top 5. Il n'y a pas d'ordre particulier, à part les 5 derniers où vraiment, là, c'est ceux que j'ai, les 5 lectures que j'ai préférées. Sinon, les autres, c'est pêle-mêle, plus ou moins kiff-kiff. Je me prépare un minuteur de 1 minute que je vais relancer à chaque fois que je vais vous parler d'un livre. Et c'est parti, mon kiki. La saga théâtrale, mais j'ai beaucoup... J'avais oublié qu'il fallait pas que je bafouille pendant 1 minute, et même ça, c'est déjà très compliqué. En premier lieu, c'est un roman que je ne m'attendais pas du tout à aimer. À l'Ouest, rien de nouveau de Erich Maria Remarque, et pourtant, c'est un roman mondialement connu parce que c'est un des romans qui parle le mieux du quotidien dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est un jeune homme qui nous raconte justement la guerre au plus proche parce qu'il est dans les tranchées. Quand il rentre chez lui, les permissions qu'il peut avoir. C'est une littérature que moi je n'apprécie pas vraiment en général, la littérature de la Seconde Guerre mondiale. Je viens d'un territoire, les Ardennes, où on en entend parler tout le temps à l'école parce que bah voilà, c'est ici qu'il y a eu cette Première Guerre mondiale, c'est ici que la Seconde a été perdue. Donc en fait, on baigne dedans depuis tout petit et ça m'agace. Et au final, par la tendresse de ce personnage, par la justesse de ses émotions et aussi par l'horreur décrite de façon remarquable par l'auteur, petit jeu de mots parce qu'il s'appelle Remarque. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'est assez court, ça se lit très vite et je suis très content d'avoir découvert ce classique. Je pensais que j'avais fait cette lecture il y a plus longtemps que ça, mais au final, c'est cette année que j'ai lu Les Marins ne savent pas nager de Dominique Scali, qui est un gros roman qu'on considère comme de la fantaisie parce qu'il raconte une île qui n'existe pas à une période plus ou moins fictive. On se situe vers le XVIIe siècle, là où il y avait beaucoup de commerce marchand, de commerce maritime, pardon, et on va être sur l'île d'If, qui est divisée en différentes strates, avec une espèce de ville haute dans laquelle seuls les nobles peuvent aller, et une ville basse où les pauvres vivent, en tout cas le long de la côte. Et quand la mer monte, les pauvres sont tout le temps ravagés, ils doivent se caché dans des grottes, etc. Et on va suivre le destin d'une femme à travers 5 hommes qui ont parcouru sa vie, des amants, des enfants, des jeunes, des amis, enfin voilà. 5 hommes qui ont rencontré cette jeune femme vont nous la raconter et on va partir dans une espèce d'épopée sur cette île, l'île d'If donc, pour découvrir la vie de cette île et la vie de cette femme. J'ai adoré, c'était hyper immersif. Je dépasse un peu, c'était hyper immersif, vraiment un côté réconfortant, c'est parfait pour l'hiver, là l'hiver commence aujourd'hui d'ailleurs je crois, c'est aujourd'hui le jour le plus court de l'année, donc n'hésitez pas à lire ce livre. Ensuite je vais vous parler d'un essai, c'est La fin des monstres de Talma Desta. La fin des monstres c'est issu d'un discours qu'a prononcé Paul Preciado, que j'adore également, qui est un auteur trans que j'adore également. Cet essai, c'est très court, ça fait une centaine de pages. C'est un essai donc de ce journaliste, auteur, Talma Desta, qui raconte récit d'une trajectoire trans, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un essai sur la transidentité, mais qui est évidemment hyper intime parce que l'auteur était lui-même trans. Il parle de ces droits de ces droits LGBT qui sont de plus en plus remis en question, de la place des personnes trans dans notre société, comment on les considère, même nous qui nous disons engagés, etc. Toute la violence à laquelle ils doivent faire face au quotidien. C'est assez éprouvant à lire, mais en même temps d'une justesse parfaite. J'ai adoré, c'est très court, c'est à offrir à toutes les personnes, adultes, jeunes adultes, qui peuvent se poser des questions, ou même à ceux qui ne s'en posent pas, mais qui ont peut-être un avis biaisé sur la transidentité. Un auteur que ça me gêne d'en parler parce que ses prises de position dernièrement sont absolument dégueulasses et il est impliqué dans le MeToo du théâtre. Mais j'ai terminé la quadrilogie, la tétralogie de théâtre de Wajdi Mouawad. Donc j'ai lu cette année Forêt et Ciel et j'ai adoré Forêt, qui parle là encore de guerre et des 2 guerres mondiales parce qu'on va suivre une jeune fille québécoise qui est à la recherche de ses origines et qui vient donc en France, en partie dans les Ardennes mais aussi dans le sud de la France parce que sa famille est intimement liée à l'histoire des 2 guerres mondiales, pardon. C'est, je crois, la plus conséquente des 3 pièces. Il est évidemment question d'héritage, de liens, de famille, de patrimoine. C'était hyper touchant. Donc voilà.
Le texte a été écrit il y a plus longtemps, vous pouvez vous le procurer de façon non conventionnelle ou par de l'occasion. Je vous invite à le faire parce que j'ai plus du tout envie de soutenir Wajdi Mouawad et de lire ce qu'il propose. Un court texte de la rentrée littéraire québécoise et une maison d'édition que j'ai découvert, c'est la maison d'édition La Mèche, avec le texte qui s'appelle « Tout me revient maintenant », qui est l'histoire d'un jeune adolescent homosexuel. On ne s'en étonne plus, on est sur ma chaîne, vraiment j'adore la couverture, j'adore le bouquin, j'adore la direction éditoriale, le tout a fait que j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est pas un texte qui est ravageur, qui va bouger les codes, les lignes, c'est pas non plus hyper novateur, c'est juste une histoire d'un jeune homme qui a 13 ans dans les années 2000, qui se découvre homosexuel. Il écoute Céline Dion, ça peut être lu à tout âge, vraiment, même des adolescents qui peuvent se poser des questions peuvent le lire, mais moi-même en tant qu'adulte, j'y ai pris beaucoup de plaisir, j'y ai vu beaucoup de sensibilité, d'émotion, voilà. C'était puissant et évidemment, j'ai passé une semaine à chanter du Céline Dion après avoir lu ce texte, donc voilà. Pour le livre, pour le contenu et le contenant, je vous encourage grandement à le lire. Vraiment hyper dur de parler 1 minute sans bafouiller. Et parce qu'en plus, j'ai pas du tout préparé la vidéo, j'ai juste fait une liste avec les livres, sans même relire les résumés. Alors, par exemple, vous voyez, Les marins ne savent pas nager, je l'ai lu il y a une éternité, j'en chie des ronds de chapeau. Un texte classique que j'ai adoré découvrir, c'est Chérie de Colette, et je remercie je ne sais plus qui me l'a offert à mon anniversaire. Merci à toi, vous avez été plusieurs à m'offrir du Colette. C'est un texte de Colette qui est vraiment très connu. J'ai eu quelques déboires, notamment avec La Chatte, j'avais pas trop apprécié. Sido, Les Vrilles de la Vigne, c'est pas mes préférés. Mais là, quand on est dans cette écriture de Colette, qui est un peu dans la mondanité, dans le salon, avec une vieille femme qui est amoureuse d'un jeune homme, mais le jeune homme, pour faire bonne image dans la société, va choisir de se marier avec une femme de son âge. Va donc rejeter la femme plus âgée avec qui il a une relation depuis plusieurs années. J'ai adoré, c'est très facétieux, c'est très drôle, c'est tout en regard en coin, en petites blagues sous couvert de mais sans être totalement pudique. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de rire et de malice dans ce bouquin, donc c'est pour ça que j'ai apprécié. Je vais lire la fin de Chérie, qui est la suite, l'année prochaine, c'est sûr et certain. Je vais continuer à lire des romans de Colette, et un jour peut-être découvrir les Claudine, parce que je n'ai jamais lu Claudine de Colette. Un autre texte de la rentrée littéraire, c'est Alors c'est bien, de Clémentine Mélois, publié chez l'Arbalète Gallimard, qui est un texte autobiographique, c'est un témoignage de l'autrice qui nous raconte la fin de vie de son père qui se sait atteint d'un cancer. On sait que l'échéance de sa mort va arriver, c'est assez rapide, quelques mois, et donc la famille décide de vivre au plus près de cet homme mourant, sauf que cet homme est totalement fantasque, c'est un sculpteur, c'est vraiment un personnage de roman, Bernard Mélois, je crois qu'il s'appelait, un sculpteur français qui travaille le métal, la ferronnerie, machin, tout ça. Donc on est au cœur de sa vie, au cœur de son atelier qui est totalement surréaliste avec des bouts de ferraille dans tous les sens. Il adore l'émail, donc il veut un cercueil bleu émaillé comme les plaques de rue. Enfin voilà, il y a plein de choses très, très fortes dans ce témoignage, c'est très beau. C'est pas du tout misérabiliste ou tire-larme, même si bah, évidemment on est au cœur de la douleur de cette famille. J'ai adoré, je l'ai lu presque d'une traite, c'est parfait. Continuons dans la rentrée littéraire, j'ai lu Échappée de Manon Junio, qui est là et un peu un roman d'ambiance, dans lequel on va suivre une femme qui vit dans une communauté où les hommes n'ont pas le droit d'être. Il n'y a que les enfants, jusqu'à un certain âge, et quand ils grandissent, ils sont éjectés de cette communauté. C'est une communauté où on vit des châtaignes, une châtaigneraie, et ces femmes vivent en autarcie pour des raisons qui leur sont propres et on ne les connaît pas vraiment. Chacune a eu une raison une fois dans sa vie de quitter les hommes, de quitter la société et de s'installer dans cette communauté. Donc évidemment, ça parle de violences sexuelles et sexistes faites aux femmes parce que la plupart, on va s'en rendre compte, on en était victimes. Enfin bref, ils ont été victimes de VSS. C'était très fort, vraiment un roman d'ambiance, il se passe pas grand chose, c'est surtout dans la plume, dans l'histoire de comment s'est rencontré, de très beaux mots, de très belles phrases, un beau phrasé qui m'a séduit à la rentrée littéraire, un des seuls romans justement qui m'a vraiment embarqué par l'écriture. Ça me fait rire parce que j'ai commencé la vidéo en disant j'aime pas vraiment la littérature de la Seconde Guerre mondiale, mais ça va être le troisième bouquin de ce top, c'est Enfant de salaud de Sorge Chalandon, que j'ai lu là très dernièrement, je vous en ai parlé. Sorge Chalandon écrit ce texte à la suite de la mort de son père, enfin plusieurs années après que son père soit décédé. Son père, qui a toujours été très violent, manipulateur, notamment dans la manipulation psychologique, on le voit dans Profession du père, qui a été écrit un peu plus tôt. Et là, dans Enfant de salaud, en fait, il nous raconte qu'il découvre que son père
a été parfois collabo durant la Seconde Guerre mondiale, parfois résistant. En fait, il changeait de costume et de camp au gré de l'avancée de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est comment accepter ce passé de son père qui a toujours été violent, il n'a jamais été attaché à son père, mais quand même se dire que il a été jusqu'à ce point-là, tout en suivant le procès de Klaus Barbie, parce que comment il s'appelle, Serge Chalandon était journaliste pour Libé et qu'il a couvert tout le procès de Klaus Barbie. Donc il y a vraiment une relation entre le procès, la grande histoire et la petite histoire, celle de Serge Chalandon et de sa famille, qui est menée magnifiquement bien. Le rythme est hyper bien maîtrisé, la construction, les chapitres qui s'alternent, les deux histoires qui avancent pas à pas l'une avec l'autre, c'était génial. J'ai beaucoup aimé, mais en même temps, je pense que c'est plus dû à la maîtrise de Serge Chalandon qu'au thème de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas vraiment un thème qui me plaît. Et parce que aussi, bon alors oui, le procès de Klaus Barbie, ça se concentre sur la Seconde Guerre mondiale, pareil l'histoire de Chalandon, mais il y a surtout cette littérature de l'intime qui est une littérature que j'aime, une littérature où l'on se raconte, où l'on se met à nu, on se met à nu, et voilà, Serge Chalandon est hyper fort là-dedans. Avec Tal Madesta, je vous parlais de Paul Preciado qui a dit « Je suis la fin des monstres », enfin je ne sais plus quoi, la phrase exacte. J'ai donc lu Un appartement sur Uranus, qui est disponible dans la collection Point, qui est un recueil de textes que Paul Preciado a écrit dans Libération, je crois d'ailleurs, c'est chez Libé, et c'est des petits articles, des petits éditos. J'avais commencé à lire Dysphoria Mundi, qui est un peu un essai sociologique, philosophique, mais qui est vraiment très conséquent. Donc je m'étais dit, pour découvrir la plume de l'auteur, je vais plutôt commencer par ces courts textes, et j'ai bien fait parce que vraiment, ça a été une super découverte. Je suis plutôt très raccord avec tout ce que dit cet auteur, notamment sur les LGBT-phobies, sur la transphobie, enfin bref, sur les droits des LGBT. Il est aussi très engagé politiquement, il parle de la crise grecque, il parle de la vie en Espagne, du Pays Basque, parce qu'il vit à Barcelone. Enfin voilà, c'est plein de thèmes, c'est pas uniquement un recueil de textes sur les droits LGBT, il y a d'autres sujets abordés par l'auteur, et c'est hyper intéressant, tout en étant facile à lire et à comprendre, là où Dysphoria Mundi, son essai est un peu plus compliqué. Je vais pas durer une minute dessus parce que je vous en ai parlé, je crois, dans les 2 dernières vidéos. J'ai lu Le bruit et la fureur de William Faulkner, qui est un grand classique de la littérature américaine et de la littérature des flux de conscience, donc c'est-à-dire où on est vraiment avec des pensées de personnages, des monologues intérieurs, très compliqués, très brumeux, un peu dur à saisir au début, sauf que ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est qu'évidemment, effectivement, les 2 premières parties sont très compliquées à comprendre, on ne sait pas trop où l'on est, qui l'on est, de quoi l'on parle, les personnages sont nombreux et pas du tout décrits, ou en tout cas on ne sait pas les liens qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et au final, c'est un roman qui n'est pas punitif, qui récompense son lecteur, parce qu'à la fin, tout se met en place. On arrive à avoir un tableau complet, un film avec un début, un milieu, une fin, une histoire complète. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est d'être récompensé à la fin de cette lecture. D'autant plus que c'est une histoire très intéressante sur le déclin d'une famille blanche dans un sud des États-Unis, esclavagiste. À la rentrée littéraire, j'ai adoré découvrir un texte coréen qui s'appelle S'aimer dans la grande ville aux éditions de La Croisée. J'ai pas lancé le chronomètre. Qui est... alors c'est pas un recueil de nouvelles, c'est un roman qui est en 3 parties, mais vraiment assez distinctes, qu'on pourrait presque lire chacune séparément, qui raconte la vie d'un jeune homme homosexuel dans la Corée contemporaine, donc des années 2000-2020. Un homme qui a la trentaine, enfin voilà, un homme dans lequel je me suis beaucoup identifié. On va voir sa relation avec sa meilleure amie, voir une relation de couple, voir le célibat, le fait de ne pas avoir d'enfants, l'acceptation de la société, de la famille, comment cela est pris, mal pris, etc. C'était très beau, les bouquins chez La Croisée sont magnifiques, j'ai bien aimé que ce soit des formats courts, enfin presque des nouvelles, 3 petites nouvelles mises bout à bout. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, mais quand même le tout donne une image complète de cette Corée contemporaine et de ce personnage principal. Donc c'est plutôt à lire d'une seule traite, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été édité dans un seul roman. Je trouve que c'est une très belle lecture asiatique qui change peut-être de la littérature japonaise que l'on a beaucoup plus de facilité à trouver en France. J'aime bien que, notamment La Croisée, s'attarde à aller chercher des textes coréens et à nous les proposer dans une collection très belle et grand public. Toujours dans ma volonté d'en apprendre plus sur l'histoire homosexuelle, mais voilà, plus largement LGBT. J'ai lu Guébard de Jérémy, je sais plus, Atline, je crois,
qui est un essai qui parle des lieux de sociabilisation homosexuelle, de leur évolution, et qui là encore est mêlé à de la littérature de l'intime, parce que l'auteur écrit un essai sociologique sur justement la ghettoisation, les endroits où les homosexuels ont dû aller se réfugier. En fait, c'était des refuges jusqu'à temps que ça devienne des lieux de fête, puis des lieux de militantisme, etc. Donc il y a cet essai là-dessus, sur ça, et à côté de ça, lui en même temps, il parle des lieux gays que lui-même a côtoyé durant toute sa vie. Je pense qu'il a une 50aine d'années, cet auteur. Donc à travers le monde, que ce soit Londres, San Francisco, enfin voilà, c'est quand même anglophone, c'est un essai traduit. On va en savoir un peu plus sur lui, sur les lieux, qu'est-ce que ça lui a apporté, comment ça l'a aidé à grandir, mais aussi qu'est-ce que ça apporte à la communauté, avec un grand C, la communauté gay. Je pense pas que ça puisse intéresser tant que ça le grand public, les hétérosexuels, mais c'est vrai que moi, en tant qu'homosexuel, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, c'est pas du tout... comment dire, impossible à lire, ça peut se picorer parce que le livre est découpé de façon universitaire en partie, puis il y a les chapitres aussi sur les lieux que lui il a côtoyés, donc voilà, c'est peut-être pas un livre à lire d'une traite. Moi je l'avais lu d'une traite parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, j'ai d'ailleurs acheté dernièrement un livre à ce sujet encore, mais ça peut intéresser plusieurs personnes, mais je pense que c'est quand même plutôt un roman pour les homos, ça me va. Et enfin, dans cette quinzaine de livres, j'ai vraiment beaucoup aimé également Le Cœur cousu de Carole Martinez, qui... Est-ce que c'était ma première lecture de Carole Martinez? Je crois bien que oui. Je pense que je l'ai lu en premier et qu'ensuite j'ai lu ce roman de la rentrée littéraire, Dors ton sommeil de brute. Le Cœur cousu, c'est un roman espagnol découpé en 5 parties, dans lequel on va suivre une mère avec ses enfants. C'est un roman un peu un roadbook, vous voyez, cette mère va devoir quitter son village et traverser l'Espagne et aller ailleurs, dans un autre pays même. C'est un roman de réalisme magique. En gros, chaque enfant a un pouvoir magique. C'est de la magie évidemment très douce. C'est de la petite histoire, cette histoire de cette famille mêlée à la grande histoire de l'Espagne, que je connais peu, mais on nous parle justement de la République et de cette guerre civile qu'il y a eu lieu en Espagne. C'était très intéressant, j'ai vraiment été conquis et captivé par la plume, par la magie des mots, la magie des personnages, la magie de l'histoire, enfin vraiment, le tout est une œuvre complète qui est délicieuse à lire. On rentre dans mon top 5 de lecture et à la 5e position, j'ai mis Le Hobbit de Tolkien. Bah voilà, j'ai terminé la saga du Seigneur des Anneaux et j'ai enchaîné avec Le Hobbit et j'avoue avoir préféré Le Hobbit. Je dois être un grand enfant parce que c'est de la littérature enfant, jeune adulte, mais... tout m'a plu, je vous dis encore une fois. Avec la fantasy, j'aime bien quand je suis englobé, quand je suis compris et captivé, réconforté dans cet univers. Ça a été le cas avec les marins qui ne savent pas nager, et c'est encore le cas là avec le Hobbit. On est dans cette compagnie avec ce jeune Hobbit qui se retrouve embarqué dans une aventure avec 13 nains, et puis on doit aller dégommer un dragon pour récupérer un trésor et de l'or. C'est de la vieille fantasy, mais qui fait tellement plaisir, qui est en plus hyper simple à lire. C'est un roman pour enfants, ça se lit vite. Les événements s'enchaînent sans pour autant que l'on soit à bout de souffle à la lecture. C'est beau, il y a des descriptions beaucoup moins que dans Le Seigneur des Anneaux, étant donné que c'est destiné à l'enfance. Enfin voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, vous connaissez tous Le Hobbit. À la 4e place, j'ai mis Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir, je crois que c'est ça le titre, de Cookie Muller, qui m'a été offerte par Isabelle de la Poscaillé. Et j'ai adoré découvrir. Alors évidemment, c'est totalement... subjectif comme avis. Après, le texte est très bien écrit, c'est des très courts textes d'une 5, 6, 7 pages, écrits par Cookie Muller, qui est une femme qui s'est donné la mort très tôt, ou qui est décédée très tôt, je ne sais plus, enfin bref, dans les années 70. C'est de l'écriture sur la contre-culture, pardon, de l'écriture sur l'underground. Je dis que des mots que j'arrive pas à prononcer, j'ai qu'une minute pour les dire. Ah bah ça va, j'ai pas lancé le chrono. De l'underground new-yorkais, enfin voilà, ça m'a fait énormément penser à Patti Smith. D'ailleurs, je dis New York, mais pas que, et d'ailleurs je suis même pas sûr qu'elle aille à New York, les États-Unis, la contre-culture américaine dans les années 70, c'est à base de drogue, d'alcool, de sexualité débridée, il y a beaucoup de violence aussi faites aux femmes, travail du sexe, prostitution, des textes aussi dramatiques que poétiques et comiques, totalement absurdes. Enfin, il y a une histoire avec une tronçonneuse, un moment qui sort d'un coffre, enfin voilà, c'est complètement ubuesque, et pourtant c'est Cookie Muller qui raconte sa vie comme elle l'a vécue. On comprend très vite par rapport à ces histoires qu'elle est décédée jeune. Enfin voilà, c'est une femme qui a utilisé la vie par les deux bouts, un truc comme ça, enfin qui a pris la vie par les deux bouts.
Mais moi ça m'a fait penser à Patti Smith. J'ai un autre texte de cette femme, elle a écrit très peu vu qu'elle est morte jeune, dans ma pile à lire, je le lirai l'année prochaine, assurément. À la troisième position, j'ai mis Vaisseau mère de Sarah Goural chez La Gorge Bleue, qui est un roman français dans une petite maison d'édition. Ça me fait vraiment très plaisir de le mettre dans ce top, et en plus de ça, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est un roman sur une maison folle, une maison cabaret dans Nantes. C'est un roman qui se passe à Nantes. Enfin voilà, c'est vraiment un texte franco-français. Et dans cette maison vit une vieille femme trans, vit un jeune homme trans, vit des drag queens, vit des homosexuels, des lesbiennes. C'est une grande famille choisie. Et une jeune femme quitte Paris sur un malentendu et va atterrir, sur une rupture amoureuse, et va atterrir dans cette maison folle et découvrir le monde des drag queens. C'est évidemment plein de références à l'histoire homosexuelle, c'est plutôt bien écrit, c'est très plaisant à lire, on a vraiment nous-mêmes cette sensation d'être dans la famille choisie de tous ces personnages, de faire partie d'eux, d'être avec eux. Il y a des spectacles de drag queens, il y a quand même des petites histoires, des petits secrets à découvrir. Je vous invite grandement à le lire, je pense que c'est dispo sur le site de la maison d'édition, peut-être que c'est possible de les commander en librairie, je ne sais pas, mais en tout cas, essayez, je pense que c'est peut-être même disponible en e-book à l'achat. Donc voilà, je vous invite à le lire si, comme moi, vous êtes fan de drag queen, fan d'homosexualité. Je suis fan de l'homosexualité. Un autre roman que j'ai adoré, qui est en deuxième position, c'est Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. C'est une littérature que je ne lis pas assez, et pourtant à chaque fois que j'en lis, je me dis mais putain, c'est ça que j'aime dans la lecture, c'est d'être sur une grosse fresque familiale, avec des personnages auxquels on s'attache, des histoires à raconter. En plus là c'est éminemment féministe, enfin le personnage principal, cette femme, c'est une femme qui est avec un homme, qui se mettent en mariage très tôt, en ménage très tôt. La femme va subvenir aux besoins du foyer, ils vont avoir 1, 2, 3 enfants. Et voilà, c'est l'histoire de cette famille dans un contexte un peu perdu des États-Unis, une petite maison dans la campagne, voilà. On est tellement pris dans l'histoire avec tout ce qui s'y passe, emmener les gosses à l'école, faire à manger, trouver du boulot, trouver de l'argent, réparer des petits trucs, et en même temps des instants de poésie, travailler le bois, faire des petites sculptures, enfin voilà. Tout se mélange, les émotions, l'histoire, l'intrigue, les personnages, c'est prenant à souhait et c'est tellement jouissif. Et avant de vous dévoiler le top 1, je vais vous parler de 5 BD qui ont fait mon année. Une des dernières lues d'ailleurs et que j'ai beaucoup aimé, c'est Jean Doux et le mystère de la disquette molle, qui était une BD totalement barrée et déjantée. On est avec Jean Doux qui travaille dans une entreprise dans les années 90. Il a un boulot à la con, enfin il a l'air d'être... Non, il est juriste, en gros, il doit relire les contrats. Et un jour, en fait, parce qu'il oublie de relire un contrat, il va se passer quelque chose dans la boîte. Et c'est plein de situations, mais loufoques, c'est même pas le mot, en fait, c'est complètement taré, cinglé. C'est un peu de l'humour pipi-caca, on nous parle de choucroute, de gaz. C'est une grosse BD hein, qui, quand même, se lit en une petite heure. C'est tellement drôle, franchement, je crois que j'ai jamais autant explosé de rire en lisant une BD. Donc rien que pour ça, essayez de l'acheter ou de l'emprunter, je crois qu'elle est un peu chère, au moins empruntez-la, parce que ça m'a fait mourir de rire. Sinon, j'ai adoré découvrir cette année les BD de Quentin Zution, que ce soit Toutes les princesses meurent après minuit, qui est l'histoire très simple hein, d'un jeune garçon et d'un de ses amis durant l'été, et un des deux se rend compte qu'il aime les autres garçons, et donc voilà. Les corps dans la piscine, les échanges, les phrases que l'on dit quand on a 7-10 ans et qui peuvent blesser, mais on s'en rend pas forcément compte, ou alors celles qu'on dit en blessant tout en s'en rendant compte, qu'on dit pour blesser tout en s'en rendant compte. Bref, Quentin Zution, j'ai adoré, et évidemment ma meilleure BD de l'année c'est Salon de beauté, qui est l'histoire d'un jeune homme qui tient un salon de beauté et qui décide de recueillir toutes les personnes qui sont touchées par une maladie, qui les transforme avec des écailles de poisson. C'est évidemment une métaphore du sida. C'est une BD qui est hyper sombre, hein, je vous préviens. Il y a un peu de lumière dans les moments où les personnages vont danser, dans les rapprochements qui se font, mais on est en plein milieu d'une épidémie de sida où les gens meurent, évidemment. Donc effectivement, c'est une BD dramatique, une BD triste, mélancolique, avec une palette de couleurs qui justement aussi appelle à cette mélancolie. On est dans des bleus, des couleurs voilà, tristes. Mais on aime bien aussi chialer devant une BD, on aime bien chialer devant Philadelphia, le film. Alors pourquoi on chialerait pas devant Salon de beauté de Quentin Zution?
Oui, il faut des discours positifs par rapport à l'homosexualité. Oui, il faut des discours lumineux par rapport à l'homosexualité. Non, il ne faut pas oublier que le sida est un épisode dramatique de notre histoire, une épidémie qui a tué des milliers de personnes homosexuelles, et il est toujours important de témoigner de ce drame. Et je vois mal comment on pourrait le faire tout en étant hyper joyeux et hyper lumineux. Donc j'ai adoré Salon de beauté et je trouve que autant dans le trait que dans l'histoire racontée, c'est une masterpiece. D'autres BD qui m'ont beaucoup plu, Coming In, qui est une BD qui parle d'une jeune femme lesbienne qui essaye d'accepter elle-même sa propre homosexualité. Hyper touchant, un travail de colorisation très bien entre les moments dépressifs où la BD est plutôt noir et blanc, les moments plus lumineux où la BD est donc en couleur. Excellente découverte. Adieu triste amour de Myrion Mal sur voilà, des jeunes adolescents, enfin pas adolescents, non, des jeunes adultes, comme vous et moi, de mon âge, qui vivent des épreuves dures en amour, qui vivent aussi des VSS et de la manipulation. J'ai découvert Myrion Mal cette année, en hiver, au mois de mars, et j'ai adoré la découvrir parce que je l'ai entendue, je suis allé la voir en conférence, et entendre ce qu'elle avait à dire. Elle est hyper engagée politiquement, tout ça, très à gauche, très importante à lire. Et le dernier texte que j'ai mis, c'est même pas une BD, c'est un roman, enfin c'est même pas un roman, c'est un album pour les enfants. Ça s'appelle Fille-Garçon. C'est un livre pop-up qui est mais splendide, j'ai jamais vu un livre aussi beau. Je l'ai offert justement à un de mes neveux, enfin au fils de ma meilleure amie. Et c'est un roman sur les choix que l'on doit faire quand on est enfant, en tout cas les questions qu'on peut se poser. C'est destiné au plus jeune âge, le truc est hyper bien adapté, il y a très peu de texte, hein, c'est vraiment tout dans l'image, les pop-up. On parle évidemment de genre, mais pas seulement, on parle de métier et tout ça. Bref, si vous avez des enfants en bas âge et que vous avez envie de leur faire lire ce genre d'histoire ou de lire avec eux, de leur montrer les images, parce que oui, c'est quand même assez... comment dire, sensible à manipuler, assez fragile, donc il faut rester avec eux s'ils sont vraiment très très jeunes. Mais elle a écrit un autre qui s'appelle Citron ou fraise, framboise ou citron, je sais plus. Pareil, c'est sur des choix à faire, c'est très très bien, j'ai adoré cette lecture. Enfin, en même temps, cette lecture, ça m'a pris 10 minutes, hein, il doit y avoir 20 pages, et c'est pour les enfants de 3 ans. Et enfin, ma meilleure lecture de l'année, c'est Bravoure de Witi Imaira, publié au Vent des Îles, je crois, qui est une maison d'édition polynésienne, qui est l'histoire d'un jeune homme homosexuel dans la communauté maori, et donc évidemment il se fait, enfin évidemment, pas forcément, mais il se fait rejeter par sa famille parce que homosexuel, mais il va se rendre compte, grâce à une tante, une vieille tante, la sœur de son père qui est plus âgée, que dans cette famille il y a déjà eu un cas d'homosexualité. Leur frère, donc son oncle à lui, était lui-même homosexuel, et ça a engendré beaucoup d'histoires dans la famille. Donc c'est ces deux histoires en parallèle, l'histoire de l'oncle homosexuel pendant la guerre du Vietnam et l'histoire de ce jeune homme en 2020 homosexuel. J'ai adoré parce que y a ce parallèle entre les deux histoires. En même temps c'est hyper actuel, plus sur la fin j'en conviens, parce qu'on parle notamment de minorités sexuelles dans des minorités ethniques, que ce soit pas uniquement chez les Maoris, hein, on parle aussi des communautés des Premières Nations au Québec, dans les pays scandinaves, tout ça. Donc voilà, c'est contemporain, il y a une histoire, un fil rouge. Je crois avoir entendu des critiques me disant que l'écriture ne leur plaisait pas. Je me bouche les oreilles. Enfin moi, l'écriture m'a pas gêné. Peut-être que oui, elle est assez simple, dans le sens où il n'y a pas vraiment de style ou de plume particulière. En tout cas, moi je trouve pas. Mais je me demande si c'est pas dû à la traduction, parce que je crois que c'est un texte qui est écrit dans la langue native de Witi Imaira, que je vous écrirai ici parce que je ne sais plus quelle est sa langue native. Je suis pas sûr que ce soit traduit de l'anglais. Donc peut-être qu'on perd un peu à la traduction. Mais j'en sais rien, je m'avance peut-être. En tout cas, moi j'ai adoré et j'ai évidemment pleuré. Pas comme une madeleine avec N'essuie jamais de larmes sans gants. Je me rappelle encore l'année dernière quand j'ai tourné cette vidéo, que j'ai fini en larmes rien qu'en me remémorant ma lecture. Là c'est pas le cas. J'ai pas fini en larmes, mais il y a quand même une histoire qui se finit bien. C'est assez beau. En tout cas, il n'est pas question de sida, donc il n'est pas de bonne loi de pleurer, tout se finit plutôt bien, enfin non, il y a quand même, enfin c'est un peu dramatique, mais ça ne l'est pas totalement. Bref, c'était une très belle lecture, et en plus qui met à l'honneur une maison d'édition indépendante, un auteur d'une communauté autochtone, tout ce que j'aime. Voilà,
C'était tout pour mon top 2025. Je préfère vous le poster avant mon flop 2025, qui arrivera peut-être en début d'année prochaine. Je suis pas sûr d'avoir le temps de le filmer d'ici la fin de l'année. En tout cas, voilà les 25 lectures, plus les quelques BD qui m'ont fait mon année 2025. J'ai lu 201 ou 202 livres et je vous dis c'était plutôt compliqué de trouver ces 20 lectures. Donc même si j'ai une plutôt bonne moyenne sur Goodreads, je crois que j'ai 3,7 de moyenne. Enfin bref, il y aura la vidéo statistique et bilan de fin d'année. C'est pas une super année de lecture. J'ai pas fait beaucoup d'excellentes lectures. J'en ai fait des très bonnes, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, la faire voyager, la partager, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.